Cette jeune fille a disparu pendant une croisière et 7 ans plus tard, sa photo est réapparue sur un site d'escorte dans les Caraïbes. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Amy Bradley et je te préviens d'avance, bestie, parce que la fin risque de te faire cogiter. On remonte un peu le temps jusqu'au 24 mars 1998. À ce moment-là, Amy Lynn Bradley a 23 ans. Elle vient d'être diplômée et c'est le genre de jeune fille qui a tout pour elle. Déjà, elle est belle. Ensuite, je vous l'ai dit, elle vient d'être diplômée et en plus de ça, elle a trouvé un travail qui l'attend pour quand elle va rentrer. Elle vient de signer pour son appartement, elle vient tout juste d'adopter un chien qui lui aussi l'attend à son retour. Bref, tout ça pour dire que cette jeune fille comptait revenir de cette croisière. Elle a pris 15 pellicules photos avec elle, elle compte tout filmer, tout documenter et avec ses parents et son frère Brad, ils embarquent dans un immense paquebot, le Rhapsody of Sea, pour une croisière de 7 jours à travers les Caraïbes. De base, Amy ne voulait même pas participer à cette croisière parce qu'elle a très peur de l'eau. Enfin, elle n'a pas peur de l'eau parce qu'elle a un diplôme de maître nageuse, mais elle a peur essentiellement de l'océan. Et dites-vous qu'elle avait si peur de l'océan que quand elle était sur le bateau pendant le séjour, c'est son père qui a dû un peu la forcer à s'approcher de la rambarde et elle refusait de s'approcher des rambardes sans tenir la main de quelqu'un. Et retenez bien ce détail puisque la théorie officielle de toute cette histoire, c'est que Amy serait tombée dans l'eau. Tout le séjour se passe plutôt bien et la dernière nuit, Amy et son frère Brad font la fête. Ils dansent au Blue Orchid Lounge, c'est l'espèce de boîte de nuit du bateau. Amy est très proche du bassiste du groupe de l'hôtel, il est surnommé Yellow et d'ailleurs elle passe quasiment toute sa soirée rien qu'avec lui. Vers 3h35 du matin, Brad veut rentrer dormir, Amy le suit 5 minutes après, les deux vont fumer une dernière cigarette sur le balcon, ils discutent un peu et Brad va se coucher. Vers 5h30, Ron le papa se lève, il voit sa fille allongée sur une des chaises longues du balcon en train de dormir, il la laisse et retourne se coucher. Vers 6h du matin, il se relève pour voir si tout va bien et là, Amy a disparu. Les sandales qu'elle portait sont toujours dans la chambre, le t-shirt jaune qu'elle avait ce jour-là est également là et la porte du balcon est entrouverte. Mais Amy s'est volatilisée. Le papa a le réflexe de regarder par-dessus bord, le bateau est à quai mais il n'y a rien du tout. Je vous l'ai dit, Amy est maître nageuse, ce qui veut dire que si elle était tombée d'un bateau par-dessus bord alors qu'il est à quai, elle aurait pu regagner la surface. Et malheureusement, c'est à partir de là que le cauchemar de cette famille démarre. Le papa va supplier le capitaine du bateau pour lui demander de ne pas ouvrir les portes. Je vous l'ai dit, le bateau est à quai. Il ne veut pas que quelqu'un descende de ce bateau sans que toutes les chambres aient été fouillées pour avoir un espoir de retrouver sa fille. Il répond juste que non, c'est pas possible. Le paquebot ouvre ses portes à Curaçao et malheureusement des centaines de passagers débarquent. Les fouilles officielles vont commencer à partir de midi, ce qui veut dire qu'il y a eu 6 heures de vide où si Amy a été enlevée, la personne qui lui a fait ça pouvait partir avec elle comme il le voulait. Des gardes-côtes ratissent la mer, des plongeurs sont appelés, il y a des hélicoptères qui sont déployés et ne vont trouver aucune trace de Amy. Quand je vous dis rien, c'est rien du tout, pas de trace de sang, pas de trace de lutte, pas de corps, enfin rien du tout. Et c'est d'ailleurs ce rien qui va alimenter les théories les plus farfelues dans la suite de l'histoire. L'enquête se poursuit officiellement, la théorie qui a toujours été avancée, c'est qu'elle est tombée dans l'eau, mais moi j'ai du mal à y croire. Le bateau était à l'arrêt, je vous l'ai dit, elle est maître nageuse, je vois pas pourquoi elle serait pas remontée, et encore, ça se retrouve. Le corps, il n'a pas pu être transporté je ne sais où. En août 1998, soit 5 mois après la disparition d'Amy, à Curaçao, toujours des touristes canadiens vont apercevoir sur la plage une femme qu'ils vont décrire assez précisément avec un tatouage sur l'épaule, un tatouage Taz, qui est en train de faire tourner un ballon de basket et la jeune femme a un autre tatouage, un gecko près du nombril, ce qui s'avère être exactement les mêmes tatouages qu'Amy. Tatouages qui n'avaient pas encore été rendus publics à ce moment-là. Cette jeune femme n'a plus jamais été aperçue après. Quelques mois plus tard, en janvier 1999, un marine va raconter qu'il était dans une espèce de maison close à Curaçao quand une jeune femme s'est approchée de lui en lui disant qu'elle s'appelle Amy Bradley. Elle lui a demandé de l'aide et il a décrit cette jeune femme comme étant extrêmement terrifiée. Il n'a rien dire pendant des années parce qu'il avait peur que le fait
qui soit allé justement dans cette maison close détruise sa carrière. Et malheureusement, quand il a raconté cette anecdote-là, c'était trop tard parce que cette jeune femme n'était plus du tout dans la maison close en question. En 2005, cette fois-ci, on est dans les Barbades. Une Américaine prénommée Judy Maurer va dans les toilettes d'un grand magasin quand 3 hommes entrent dans les toilettes des femmes. Ils menacent une jeune fille en lui disant de ne pas faire foirer le deal. La jeune fille menacée, quand elle sort du WC, s'effondre sur le lavabo. Judy va la voir, elle essaye de la rassurer en lui disant que si elle avait besoin de quelque chose, elle pourrait l'aider, etc. Elle lui dit qu'elle était juste épuisée et qu'elle s'appelle Amy et qu'elle vient de Virginie. 3 témoignages différents, ils se passent tous dans les Caraïbes. Et à chaque fois, le nom d'Amy Bradley revient sur le devant de la scène. Maintenant, j'aimerais revenir sur la photo dont je vous ai parlé au tout début de l'histoire. Il y a quelques années de cela, les parents d'Amy vont recevoir un mail anonyme et à l'intérieur, 2 clichés provenant d'un site d'escorte caribéen. Les clichés d'une jeune femme surnommée Jas et son visage ressemble de façon extrêmement troublante à celui d'Amy. Un expert facial, entre gros guillemets, analyse les images qui ont été fournies et il en est sûr, il s'agit d'Amy à 100%. Et, parce que je vous dois la vérité, chaque bon récit a ses parts d'ombre, sur ces photos, la jeune femme est positionnée de façon à ce que ses tatouages ne soient pas visibles. Sa coiffure et sa photo ressemblent plus à une photo des années 90 qu'à une photo des années 2000. À ce jour, on ne peut pas affirmer à 100% que c'était elle. Aujourd'hui, il y a 2 camps qui s'affrontent sur cette histoire. Le premier, celui de l'accident, elle est peut-être tombée par-dessus bord. Et malheureusement, on ne l'a jamais retrouvée. Et le second, celui du trafic d'êtres humains. Le Sud des Caraïbes est quand même bien connu pour être une plaque tournante de ce genre de trafic. Et beaucoup de gens pensent que le bassiste Yellow, dont je vous ai parlé au début de l'histoire, était peut-être le complice, celui qui a permis d'enlever cette jeune fille. Maintenant, j'ai envie de te poser la question, Bestie, toi tu crois laquelle des 2 théories? Aujourd'hui on est en 2026, Amy aurait 52 ans, ça fait 28 ans qu'elle a disparu. L'affaire n'est toujours pas résolue, d'ailleurs le FBI vient de faire passer sa récompense de 25 000 à 100 000 $, si quelqu'un peut donner des informations permettant de résoudre cette affaire. Comme l'a très bien dit le père d'Amy, la résolution de cette affaire ne tient qu'à une seule chose, il suffit qu'une seule personne parle et raconte pour qu'on puisse la retrouver.